Bonjour à tous et bienvenue dans Chine France le journal, votre émission quotidienne d'information sur la Chine en français sur Mandarin TV. Sans transition, voici les titres de l'actualité. 3 chercheurs de l'Institut de virologie de Wuhan sont-ils tombés malades dès novembre 2019 ? C'est ce qu'affirme le Wall Street Journal, une information démentie par la Chine. L'Égypte reçoit les éléments nécessaires à la fabrication du vaccin chinois Coronavac. La ministre égyptienne de la Santé, Hala Zayed, a salué la Chine pour son aide médicale. La Chine aide aux opérations de récupération du sous-marin indonésien. Ce dernier a coulé avec 53 hommes à bord le 21 avril dernier. 7 morts à la suite d'une fuite de gaz dans une usine alimentaire au Sichuan. Une enquête sur les causes de l'accident est actuellement en cours. À la veille des 100 ans du Parti communiste, le tourisme rouge explose en Chine, où les festivités ont déjà commencé. La taille des ménages diminue considérablement en Chine. Terminées les grandes familles, désormais le foyer compte 2 ou 3 personnes en moyenne. Zoom sur ce phénomène dans ce journal. Et on commence ce journal avec une accusation qui a fait couler beaucoup d'encre. Le Wall Street Journal a en effet affirmé que 3 chercheurs d'un laboratoire chinois ont été atteints dès novembre 2019 de symptômes compatibles à la fois avec ceux du Covid-19 et une infection saisonnière. Une information fausse selon les autorités chinoises, comme nous vous l'expliquons dans ce sujet. La Chine a démenti lundi que 3 chercheurs de l'Institut de virologie de Wuhan, vilain temps épicentre de la pandémie, aient été atteints d'une maladie qui a nécessité des soins hospitaliers avant que le virus ne se répande dans le monde. Disant se baser sur un rapport du renseignement américain, le Wall Street Journal affirme que 3 chercheurs du laboratoire chinois ont été atteints dès novembre 2019 de symptômes compatibles à la fois avec ceux du Covid-19 et une infection saisonnière. La Chine a révélé le 31 décembre 2019 l'existence d'un foyer de cas de pneumonie à Wuhan, à l'Organisation mondiale de la santé. Et Beijing a toujours farouchement combattu la théorie selon laquelle le Covid-19 aurait pu s'échapper d'un de ses laboratoires. Interrogé à ce sujet, un porte-parole de la diplomatie chinoise, Zhao Lijiang, a qualifié lundi les affirmations du quotidien américain de fausses. Le 23 mars, l'Institut de virologie de Wuhan a publié un communiqué indiquant qu'avant le 30 décembre 2019, il n'avait pas été en contact avec le coronavirus. À cette date, aucun personnel ou étudiant-chercheur n'a été contaminé par le virus, a affirmé devant la presse Zhao Lijiang. Le coronavirus a cependant été apporté dans ce laboratoire pour y être étudié, selon les autorités chinoises. L'hypothèse d'une fuite du virus d'un laboratoire chinois a été alimentée, entre autres, par l'administration de l'ex-président américain Donald Trump. Après un séjour de 4 semaines à Wuhan en début d'année, une étude conjointe d'experts de l'OMS et chinois a toutefois jugé en mars extrêmement improbable un incident de laboratoire. Les experts privilégient la théorie généralement admise de la transmission naturelle du virus d'un animal réservoir, probablement la chauve-souris, à l'homme par l'intermédiaire d'un autre animal qui n'a pas encore été identifié. A noter également que le président chinois Xi Jinping vise à ce que 560 millions de personnes soient entièrement vaccinées d'ici fin juin. Cela représente environ 20 millions d'injections par jour. Mais le gouvernement chinois se montre confiant quant à la capacité du pays à atteindre cet objectif. La Chine vaccine sa population, mais aide aussi ses voisins internationaux. C'est le cas de l'Égypte. Le pays a reçu des éléments nécessaires à la fabrication du vaccin chinois Coronavac. La ministre égyptienne de la Santé, Hala Zayed, a salué ce geste solidaire. L'Égypte a reçu un premier lot de matières premières pour fabriquer le vaccin Coronavac contre la Covid-19, développé par la société pharmaceutique Sinovac, a annoncé dimanche l'ambassade de Chine en Égypte. De plus, une nouvelle cargaison de vaccins du laboratoire chinois Sinopharm est également parvenue vendredi à l'aéroport international du Caire. La ministre égyptienne de la Santé, Hala Zayed, avait déclaré le 9 mai que son pays commencerait à produire localement le vaccin Coronavac et en juin que 2 millions de doses
doses seraient fabriquées dans les usines de la compagnie égyptienne pour les produits biologiques et les vaccins. Les doses localement produites seront distribuées aux centres médicaux à travers l'Égypte en 2 mois, après avoir été évaluées par l'autorité égyptienne des médicaments, a affirmé Hala Zayed lors d'une conférence de presse tenue à l'aéroport. Elle a également salué l'arrivée de la nouvelle cargaison de vaccins et de matières premières, la considérant comme le début d'un nouveau chapitre des liens bilatéraux et la meilleure façon de célébrer le 65e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays. La Chine a fait des contributions remarquables à la diversification des sources vaccinales en Égypte et à la promotion de la reprise économique du pays dans l'ère post-pandémique, a-t-elle souligné. Après avoir répondu aux besoins de l'Égypte, les vaccins qui y seront produits seront exportés vers d'autres pays du Moyen-Orient et d'Afrique afin d'aider à lutter contre la pandémie, a-t-elle ajouté. La coopération vaccinale a posé de bonnes bases pour que l'Égypte et la Chine élargissent leur coopération médicale et sanitaire. Pour sa part, l'ambassadeur de Chine en Égypte, Liao Linqiang, a indiqué que l'Égypte, en recevant les éléments nécessaires à la fabrication du vaccin Coronavac, est devenu le premier pays africain à coopérer avec la Chine en matière de production des vaccins contre le nouveau coronavirus. Depuis le 3 mai, 3 bateaux de la marine chinoise sont au large de Bali. L'objectif, récupérer des restes du sous-marin indonésien qui a coulé le 21 avril dernier avec 53 hommes à bord. Des petits objets de l'engin ont déjà été remontés et présentés lors d'une conférence de presse. 3 bateaux de la marine chinoise sont depuis le 3 mai au large de Bali pour participer aux opérations de récupération du sous-marin qui a coulé avec 53 hommes à bord le 21 avril dernier. Le KRI Nanggala 402 brisé en 3 morceaux, à plus de 800 mètres de profondeur. Les 3 navires chinois sont le bateau de sauvetage hauturier Yongqing Dao et le remorqueur de sauvetage Nantuo 195 qui fait partie d'une flottille de sauvetage rattachée au commandement sud de l'armée nationale chinoise. Le 3e bâtiment est un navire de recherche, le Tansao 2 de l'Institute of Deep Sea Science and Engineering, institut qui dépend de l'Académie des sciences chinoises. Le Tansao 2 met en œuvre 2 sous-marins capables de plonger à de grandes profondeurs, le Deep Sea Warrior et le Fan 12. La première phase s'est terminée le 18 mai après une phase d'exploration et de repérage. Les photos montrent le sous-marin reposant sur le fond brisé à l'avant du kiosque. 13 plongées ont eu lieu pendant cette phase permettant de localiser l'épave et également de déterminer son état et de recueillir de nombreuses données photographiques qui ont été transmises à la marine indonésienne. Et désormais en cours une seconde phase de récupération de l'épave. De petits objets ont déjà été remontés et présentés lors d'une conférence de presse. Une autre catastrophe s'est produite en Chine. 7 personnes sont mortes à la suite d'une fuite de gaz dans une usine alimentaire dans la province du Sichuan. L'accident s'est produit vers 15h heure chinoise lundi. Les autorités mènent actuellement une enquête pour remonter à la cause de l'accident. 7 personnes sont mortes par suffocation à la suite d'une fuite de gaz toxique dans une usine de transformation des aliments dans la province chinoise du Sichuan, au sud-ouest de la Chine, lundi. L'accident s'est produit vers 15h lorsqu'une usine de pousses de bambou du district de Chongqing, de la ville de Yinbin, effectuait des travaux d'entretien, a annoncé mardi le département de la communication du district. Les 7 victimes sont d'abord tombées dans le coma puis décédées après que les traitements médicaux n'ont pas réussi à les ranimer, ont déclaré des responsables, ajoutant qu'une autre victime de l'accident était dans un état stable. Les autorités mènent toujours une enquête sur la cause de l'accident. Début juillet, le 100e anniversaire du Parti communiste chinois sera célébré, mais les festivités ont déjà commencé, suscitant un fort engouement populaire. Le Global Times, quotidien communiste, a rapporté jeudi que les ventes de costumes liées à l'histoire du parti explosent. Une vague rouge déferle sur la Chine. Le Parti communiste chinois célèbre ses 100 ans cette année et son histoire suscite un engouement populaire renouvelé. L'événement sera célébré en grande pompe le 1er juillet prochain, mais certaines festivités ont déjà commencé. Les commémorations se multiplient en privé ou en public. Plusieurs journaux chinois racontent ce phénomène. Le Global Times, quotidien communiste, rapporte par exemple que les ventes de costumes liés à l'histoire du parti explosent. Ceux des gardes rouges de Mao
et les uniformes de l'armée populaire se vendent comme des petits pains. On en vend 4 fois plus que d'habitude, explique un vendeur dans les colonnes du journal. Le China Daily revient de son côté sur le tourisme rouge, à savoir la visite des sites symboliques du parti, plusieurs centaines dans le pays. À Yan'an, des milliers de touristes se rendent en famille ou en voyage organisé à la maison de Mao Zedong. D'autres visiteurs optent pour un voyage sur les traces des martyrs communistes ou découvrent au sein de musées ou de mémoriaux comment mangeaient, s'habillaient et vivaient les pionniers du régime. La fréquentation de ces sites a augmenté de 300% cette année, affirme le China Daily. Terminé les grandes familles, en Chine, la taille des ménages diminue considérablement. Selon les derniers résultats du recensement, dans le passé, il était courant pour 3 générations ou 4 générations de vivre ensemble sous le même toit. Aujourd'hui, un ménage est souvent composé d'un mari, d'une femme et d'un ou 2 enfants, un changement qui est principalement dû à la mobilité croissante de la population. La taille des ménages en Chine s'est progressivement rétrécie au cours de la dernière décennie, selon les derniers résultats du recensement. Le nombre moyen de membres d'une famille ayant diminué de 3,1 en 2010 à 2,62 en 2020. Au cours des 10 dernières années environ, la taille des ménages locaux a considérablement diminué, a déclaré Li Shangxing, un membre du comité de quartier de 50 ans qui travaille dans la communauté depuis près de 20 ans, dans le district de Heidian à Beijing. Il a noté que dans le passé, il était courant pour 3 générations, voire 4, de vivre ensemble sous le même toit. En revanche, de nos jours, un ménage est souvent composé d'un mari, d'une femme, d'un ou 2 enfants. Ajoutant également que maintenant, le type le plus commun de famille se compose de 3 membres. Les zones rurales ont également connu une baisse de la taille des ménages. Aujourd'hui, les jeunes apprécient davantage leur propre famille restreinte. Après avoir travaillé dans les villes, ils y obtiendront invariablement la résidence urbaine permanente. Ce changement est principalement dû également à la mobilité croissante de la population, à l'amélioration des conditions de logement et au fait que les jeunes vivent séparément de leurs parents après le mariage. Une autre raison majeure est que la baisse du taux de fécondité a entraîné moins de nouveau-nés depuis plusieurs années. Huawei lancera officiellement son nouveau système d'exploitation pour smartphone le 2 juin prochain, son nom Harmony OS. Pour le géant chinois des télécommunications, cette nouveauté pourrait être une alternative à Android de Google et iOS d'Apple. Le géant chinois des télécommunications Huawei lancera officiellement son nouveau système d'exploitation Harmony OS pour smartphone le 2 juin, a déclaré mardi la société. Harmony OS ou Hongmeng en chinois est un système d'exploitation open source conçu pour divers appareils et scénarios. Il a été lancé pour la première fois sur les appareils de l'Internet des objets, y compris les technologies portables et les tablettes en août 2019. Huawei s'attend à ce que le nombre d'appareils équipés du système Harmony OS atteigne 300 millions d'ici fin 2021, dont plus de 200 millions pour les appareils Huawei. Yang Rengsong, vice-président de l'unité commerciale de l'IA, de l'intelligence tout scénario de Huawei, a déclaré que la société basée à Shenzhen coopérait avec les développeurs d'applications et de matériel informatique pour utiliser son dernier système d'exploitation afin de fournir de nouveaux services aux clients. Les analystes voient Harmony OS comme une alternative à Android de Google et iOS d'Apple. Les industries chinoises, y compris à l'électroménager, le sport, les voyages, le divertissement et l'éducation, ont salué le lancement de Harmony OS. Direction le Tibet maintenant, cette région autonome, autrefois connue pour sa pauvreté chronique, a connu de nombreux changements ces dernières années. Des milliards ont en effet été investis par les autorités, améliorant considérablement le niveau de vie des Tibétains. La région autonome du Tibet a connu de nombreux changements au cours des dernières années. En effet, le Tibet a été dans le passé la région où l'incidence de la pauvreté a été la plus élevée et la pauvreté est restée la plus profondément enracinée. L'éradication de la pauvreté a été la plus coûteuse et la plus difficile ici. Grâce aux mesures et aides ciblées, 628 000 personnes pauvres répertoriées au Tibet sont toutes sorties de la pauvreté récemment. La pauvreté a été éliminée de tous les 74 comtés et arrondissements du Tibet
Tibet. Le revenu disponible moyen par habitant rural a maintenu une croissance à 2 chiffres pendant 18 ans consécutifs, à 14 598 yuan en 2020, en hausse de 12,7% sur un an. Le gouvernement central avait prévu d'investir 380 milliards de yuan au Tibet durant le 13e plan quinquennal de 2016 à 2020. Or, les investissements réels réalisés ont dépassé les prévisions pour atteindre 393 milliards de yuan finalement. De nombreux pasteurs ont vu également leur niveau de vie progresser. Les canalisations d'eau, les lampes électriques et les routes bitumées ont remplacé les seaux d'eau, les lampes à huile et les chemins de terre. Durant le 14e plan quinquennal de 2021 à 2025, les investissements vont maintenir la dynamique de croissance rapide du 13e plan quinquennal selon Xi Jinping, avec l'accent mis sur la civilisation écologique, le bien-être de la population, la gouvernance sociale et le développement de la région frontalière. Le système de santé s'est également grandement amélioré au Tibet depuis 2012. En témoigne la mise en place d'un réseau de services de soins à 5 niveaux, à savoir arrondissement, ville, comté, canton et village. La Chine œuvre également pour améliorer qualitativement les soins et le système de formation dans la région. Le Tibet compte aujourd'hui 3 centres régionaux de diagnostic de médecine tibétaine au niveau national, université de médecine tibétaine et 17 entreprises de fabrication de médicaments tibétains. À noter également que la région attire chaque année de nouveaux talents dans le domaine médical. C'est la fin de notre journal. Merci à tous de nous avoir suivis. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et de cliquer sur la petite cloche en bas à droite de notre vidéo pour ne rien rater des dernières nouveautés de Mandarin TV. Très belle journée ou très belle soirée à tous sur Mandarin TV.